enchanté, je suis Sacha Morard, j'ai 38 ans, je suis CTO du groupe Le Monde. Je m'occupe du coup de diriger la technique numérique des titres du groupe Le Monde. Dans le groupe Le Monde, vous avez bien sûr Télérama, Courrier International, l'Obs, HuffingtonPost.fr et bien évidemment Le Monde. J'ai sous ma responsabilité environ une centaine de personnes, majoritairement des développeurs, mais également des tech leads. Donc ça, c'est des développeurs qui montent en responsabilité et qui pilotent des équipes de développeurs, des VP Engineering aussi, qui sont encore au-dessus des développeurs. Nous avons également des Product Owners, que vous connaissez probablement ce terme, qui sont à l'intérieur des équipes agiles et qui pilotent le delivery, on appelait ça à l'époque des chefs de projet, mais ce n'est plus vraiment du tout la même fonction. Donc voilà, les Product Owners. Ça, c'est à peu près l'ensemble de mes équipes. Et ça fait, comme je vous l'ai dit, à peu près une centaine de personnes. Alors, mon parcours, il est très spécial. Moi, j'ai pas eu la chance d'aller dans une école d'ingénieur, puisque j'ai pas de diplôme. Enfin, j'ai eu le bac au rattrapage, la deuxième fois, puisque j'étais musicien et je passais ma vie à faire de la musique et du ski majoritairement, parce que je suis originaire des montagnes des Alpes d'Haute-Provence. Et je voulais faire de la musique mon métier. Et donc, j'ai passé mon bac assez rapidement et plutôt en dilettante. Bon, cela dit, je l'ai eu, mais il m'a pas servi à grand-chose puisque très vite, je suis devenu musicien professionnel et je suis monté à Paris, comme on dit. On monte à Paris quand on veut faire de la musique. Et je suis resté professionnel pendant 6 ans. Ça a été très difficile parce que forcément, c'est un métier qui est très compliqué, qui est passionnant, mais très compliqué. Ce que ça m'a appris, par contre, c'est de pouvoir me débrouiller de pouvoir me débrouiller et d'apprendre et de faire tous les métiers en même temps. Puisque quand on est musicien, on ne fait pas seulement que de la musique, on crée aussi des affiches, on va les coller, on organise des tournées, on produit des spectacles, on produit des disques, on va en studio, etc. On devient agent de temps en temps, on fait un petit peu tous les métiers en même temps. Et en fait, j'ai construit une entreprise aussi, c'était un petit label. Mais bon, ça suffisait pas à, à gagner correctement sa vie. Donc, j'ai décidé en 2008 de changer de métier, aussi parce que mon statut d'intermittent du spectacle s'arrêtait, j'arrivais plus à le renouveler. Donc, j'étais un peu contraint et forcé. Après avoir postulé au McDo, compté les gens dans le métro, ce genre de choses, j'ai eu on m'a proposé en fait d'essayer de capitaliser sur mes connaissances dans le graphisme. Alors très franchement, j'en avais pas beaucoup, mais comme j'avais fait quelques fois du Photoshop pour faire des affiches ou des pochettes d'albums, je me suis dit bon, peut-être que je vais réussir à me faire embaucher quelque part en tant que graphiste. Eh bien, figurez-vous qu'avec un peu de bagou et d'audace, j'y suis arrivé. Euh, j'ai aussi beaucoup montré, très franchement, des affiches que je n'avais pas fait moi-même. Mais bon, bref. J'ai réussi à me faire embaucher dans une boîte qui s'appelle BSO Network, qui est en fait un opérateur hébergeur Internet. Une toute jeune boîte qui était dirigée par deux gars qui avaient mon âge, ils avaient 27 ans à l'époque, hyper sympa, qui sortaient d'écoles d'ingénieurs justement et de commerce. Et bon, ils m'ont fait confiance, je suis rentré là-dedans et puis j'ai reçu mon premier salaire. C'était assez dingue. Et j'étais entouré que de gens qui faisaient de la tech, vraiment, hein, des gens qui font de l'infra, du système et du réseau, des barbus, hein, un peu comme moi maintenant, mais en général on appelle ça les barbus. Et en fait, je me suis vachement bien entendu avec ces gens-là, alors que je n'étais pas particulièrement geek, hein, dans ma tête. J'ai jamais joué aux jeux vidéo, jamais monté des PC. Enfin, j'ai toujours plutôt bidouillé dans la musique et puis dans les trucs comme ça, mais pas dans l'informatique. Puis ça m'a plu. Du coup, j'ai entre-temps monté également une boîte pour faire un peu des sites web pour quelques clients. Ça n'a pas marché. Et puis, au bout d'un moment, j'en avais un peu marre d'être graphiste parce que je me disais, voilà, je voudrais évoluer et je vais avoir un peu du mal. Donc, je leur ai demandé à ces patrons si je pouvais devenir développeur parce que j'avais bien senti que c'était un peu un truc d'avenir, quoi, de développer. Euh, Et puis ces deux gars-là m'ont dit, bah, écoute, t'es bien gentil, mais t'y connais rien du tout en fait en développement, ce qui était vrai. Donc nous, on n'est pas contre, mais on va te faire passer des tests techniques. Et puis si tu nous montres que t'es bon, eh ben, on te prendra.
Voilà. Et c'est là où je pense que mon expérience dans la musique m'a servi, c'est-à-dire que essayer de se débrouiller tout seul et d'apprendre très vite, ben là, ça m'a appris. Parce qu'en 2 semaines, j'ai appris le code. Là, c'était sur du PHP. Enfin, un peu plus de 2 semaines, mais bon, j'avais vraiment 2 semaines pour me mettre à niveau pour passer le test. Et j'ai passé le test technique qu'ils font passer à tous les candidats. J'ai réussi et du coup, ils m'ont fait passer développeur. Après ça, j'ai suivi une petite formation de 3-4 jours. Mais j'ai surtout bouffé des livres de PHP nuit et jour. Et j'ai surtout bouffé du code quand j'en avais à la moindre occasion, en fait. Et donc, très rapidement, j'ai appris sur le tard, en tout cas en exerçant mon métier chez eux, en développant des petits applicatifs pour les employés, pour aussi monitorer les serveurs qu'on installait. Et c'est devenu de plus en plus technique. Et c'est là où j'ai appris mon métier. Donc là, j'ai eu énormément de chance puisqu'en fait, ils m'ont fait confiance et grâce à ça, j'ai appris mon métier. Cela dit, derrière, je suis parti de cette entreprise puisque je commençais un petit peu à m'ennuyer, très franchement. Donc, je suis parti en agence pendant un an. Partir en agence quand on est développeur, c'est assez intéressant parce qu'on doit développer plein d'applicatifs, des applications mobiles ou des sites web très rapidement pour plein de clients. Donc, souvent, on doit aller vite. On ne développe pas spécialement bien, mais en tout cas, on apprend la vélocité. Mais ce qui me dérangeait un petit peu, c'est que c'était forcément un petit peu à l'arrache, quoi. Voilà. Mais en un an, j'ai beaucoup appris. Et après cette année, je suis parti et je suis rentré au Parisien. J'ai eu la chance de rentrer comme développeur au Parisien. Et là, ça faisait 3 ans, je crois, 3-4 ans que j'étais développeur. Et au bout de 6 mois, en fait, ils ont décidé de me nommer responsable de la technique, donc CTO. Et j'ai commencé vraiment à connaître le management. Bon, là, pour moi, j'ai vraiment découvert quelque chose d'hyper intéressant et enrichissant parce que déjà, être en responsabilité, devenir un peu le leader d'une équipe sur un site aussi important que le Parisien, en tout cas avec une aussi forte charge que le Parisien, ça m'a appris énormément et j'ai été complètement grisé, notamment par le milieu des médias. J'ai beaucoup appris et j'ai essayé de capitaliser dessus. J'ai quitté le Parisien pour monter mon entreprise derrière, une entreprise qui a créé un produit qui s'appelle Nonly, qui est un outil pour poster sur les réseaux sociaux, qui continue. Voilà, j'ai travaillé 3 ans pour cette entreprise et pour ce produit que j'ai conçu. Puis, histoire d'entrepreneur, j'ai dû quitter cette entreprise, notamment pour des raisons de désaccord avec mon associé. Et puis, voilà, j'étais de nouveau sur le marché de l'emploi et en 2017, fin 2017, ouais, non, début 2017, pardon, j'ai rejoint le groupe Le Monde avec l'Obs. On m'a fait confiance à l'Obs. Je suis devenu directeur technique de l'Obs. Et puis, 10 mois après, j'atterrissais au groupe Le Monde pour diriger toute la technique du groupe Le Monde. Voilà à peu près mon parcours qui est atypique peut-être, mais en tout cas qui est fait d'auto-apprentissage. Et ça, c'est très important, je pense, quand on souhaite évoluer dans ce métier. Certes, il faut passer par des écoles, je pense, parce que ça nous aide à acquérir des bases solides. Mais bien évidemment, tout se fait tout le temps en apprentissage. Les technos évoluent très, très vite. Il faut constamment apprendre. Même encore aujourd'hui, je continue à apprendre de nouveaux langages. Et il faut toujours se remettre en question et toujours avancer de cette manière-là. Alors aujourd'hui, je suis CTO. C'est un métier qui est particulièrement enrichissant et passionnant. C'est un métier de leader technique. Et alors, quand on est développeur et qu'on devient particulièrement bon, en fait, qu'on est reconnu, qu'on montre qu'on a des résultats, souvent, la hiérarchie nous propose des postes à responsabilité. Et quand on monte en responsabilité, bah, souvent on développe un peu moins parce qu'on a un peu moins le temps. Et c'est là où c'est un petit peu tendancieux, c'est-à-dire que là où on est bon en tant que développeur, on va nous demander de plus trop le faire et de faire confiance aux autres. Et ça, c'est un aspect très, très particulier de ce métier que moi, j'en parle très, très souvent, c'est-à-dire comment continuer à être bon techniquement et monter quand même en responsabilité. J'ai pu croiser des gens qui étaient en responsabilité dans la technique, qui avaient complètement lâché la technique, qui comprenaient beaucoup moins les enjeux, comprenaient beaucoup moins les technos que les opérationnels,
Et j'ai trouvé justement que ça posait problème. Et aujourd'hui, je me bats encore pour rester opérationnel et rester performant et surtout légitime, techniquement. Juste 5 points qui me semblent être importants quand on devient leader et particulièrement leader technique. Self-awareness, donc se remettre en question systématiquement. Self-regulation, donc se contrôler, ne pas réagir sans réfléchir. Également, savoir créer du lien, c'est hyper important. Ce qu'on appelle les soft skills, notamment quand on recrute, c'est de faire en fait, pas se baser seulement sur des compétences techniques, parce que c'est 50% éventuellement d'une bonne embauche, mais aussi les soft skills qui sont extrêmement importants. L'empathie, quand on est manager, c'est fondamental. Il faut avoir une énorme dose d'empathie. Et la motivation, puisque sans motivation dans ce métier, en tout cas dans le métier de CTO, je pense qu'on n'aura pas de résultat et donc du coup, on sera très vite mis à la porte. Un poste à responsabilité comme ça, on sait très bien que c'est un siège éjectable et que si on n'a pas de résultat, il n'y a pas de raison qu'on reste dans l'entreprise. Aujourd'hui, du coup, ça me permet, moi, de travailler avec plein de gens brillants, mais de continuer à être un expert technique, en tout cas, je l'espère, et de maîtriser plein de technos. La particularité du métier de CTO quand on est quand on travaille pour des marques comme le groupe Le Monde, c'est justement de gérer les pics de charge. Les pics de charge dans les sites d'actualité, ça peut être très, très violent. Quand vous apprenez à développer aujourd'hui, aussi bien sur le front que sur le back, etc., au début, on ne se pose pas trop la question. Comment une infrastructure peut tenir la charge quand il y a énormément de personnes qui viennent tout de suite sur votre site? Ce que je vous souhaite à tous, parce que si un jour vous développez un site ou une application mobile ou n'importe quoi en fait, qui a du succès, forcément, vous allez devoir gérer la charge. Eh bien, ça, c'est une particularité vraiment de ce métier de CTO de site média. Par exemple, le 26 mai de l'année dernière, lors des élections européennes, vous voyez le pic de charge que le site Le Monde a subi, c'est-à-dire qu'à 8 heures, entre 7h55 et 8 heures du soir, on a reçu l'équivalent d'un parc des Princes rempli à bloc sur le site internet parce qu'ils voulaient consulter les résultats des élections. C'est d'autant plus massif quand on a des événements plus tragiques, comme les attentats de 2015, bien évidemment, ou l'incendie de Notre-Dame récemment, la mort de Jacques Chirac. Voilà, c'est des choses qui arrivent très régulièrement. À ce moment-là, si vous avez mal fait votre travail de CTO, d'architecte, d'avoir embauché les bonnes personnes, les bons experts techniques, eh bien, votre site, il ne tiendra pas. Et ma première mission, en tout cas, c'est d'informer les gens. C'est-à-dire qu'il faut que les gens, quand il y a quelque chose qui se passe particulièrement, ils ont le réflexe de venir sur le site Le Monde, eh bien, il faut qu'ils puissent s'informer. Si là, à ce moment-là, le site tombe, ça veut dire que j'ai failli. Donc ça, c'est quelque chose de très particulier. Là, vous avez également le pic de charge qui a été encore plus massif le 15 mars dernier. C'était le premier tour des élections municipales. En même temps, le confinement qui commençait. On a eu un trafic absolument gigantesque ce jour-là. Et à 20 heures, ça s'est encore décuplé jusqu'à 250 000 personnes en temps réel sur le site. Et c'est un record absolu. On n'a jamais atteint ces scores-là, même pendant les attentats de 2015. Pourtant, ce jour-là, on a eu énormément de trafic. Et d'ailleurs, le site est tombé à ce moment-là. Voilà, donc en fait, comme vous voyez, même évidemment, quand on est développeur, on doit être bon techniquement, on doit continuer à se mettre à jour et faire de la veille, continuer à apprendre. Mais quand on monte en grade dans ces métiers-là, moi, j'estime personnellement qu'il faut continuer à être performant techniquement. Pas tous les CTO disent la même chose. Il y en a certains qui disent justement l'inverse, qui disent non, justement, l'occasion, c'est de lâcher et de laisser les gens faire le travail à votre place. D'où cette question, est-ce qu'un CTO, est-ce que quelqu'un en responsabilité technique doit encore coder? En fait, c'est une question assez vague, puisqu'il y a une interprétation générale qui est est-ce qu'un CTO doit savoir coder? Ou l'interprétation stricte qui est est-ce que dans l'exercice de son métier, un CTO doit coder? Moi, c'est une question qui m'importe. C'est pour ça que j'ai récupéré des slides d'une conférence que j'avais fait et que je vous propose ce soir. Parce que c'est évidemment l'interprétation stricte qui est intéressante. Est-ce qu'un CTO, dans l'exercice de son métier, doit coder?
Parce que à peu près 100% des gens, en tout cas du métier, répondent oui à l'interprétation générale. Donc, c'est-à-dire, un CTO doit-il savoir coder? Généralement, oui, il doit savoir coder. Mais est-ce que dans l'exercice de son métier, il doit coder? Donc, est-ce que quelqu'un en responsabilité technique doit continuer à être opérationnel? C'est cette question-là qui m'intéresse. Et j'avais justement préparé cette intervention et réalisé un petit Google Form que j'avais soumis à des CTO, d'autres CTO de mon réseau. Ça m'a permis d'obtenir quelques chiffres et certains noms, d'ailleurs prestigieux, m'ont fait l'honneur de répondre, comme le CTO du New York Times, Nick Rockwell, ou un Chief Scientist de chez Google, le CTO de Pinterest, le CTO de Microsoft notamment. Et je vous donnerai leurs réponses d'ici quelques minutes. Alors, bon, moi, comme je vous l'ai dit, j'étais littéralement passionné par la musique, vraiment. Mais quand je suis devenu développeur, j'ai vraiment découvert une nouvelle passion, aussi forte. Je me suis plongé dans le code intensément, et en fait, cette passion, elle ne s'est jamais éteinte, même aujourd'hui. Quant aux Parisiens, on m'a demandé de devenir CTO, on m'a proposé de devenir CTO. C'était bien grâce à mes capacités techniques qu'on m'a fait cette proposition. Parce que si j'avais été, je pense, un mauvais développeur, en tout cas un plus mauvais développeur, j'aurais probablement pas eu le même parcours. Donc, une fois devenu CTO, pourquoi aurais-je dû arrêter ce qui m'avait permis d'arriver là, en fait? D'ailleurs, je ne suis pas le seul CTO à avoir un background de développeur. Quand j'ai fait cette petite étude sur LinkedIn, j'ai isolé 138 contacts de premier niveau qui ont ou ont eu le titre de CTO. Et comme vous le voyez, il y a 13% d'entre eux qui ont un profil de project manager, 12% d'entrepreneurs, 6% d'ingénieurs système et réseau, et donc 61% qui ont un profil de développeur. C'est-à-dire qu'ils ont été développeurs avant de devenir CTO. Donc, déjà, ça prouve un truc très particulier, c'est que ce métier a de l'avenir. Ce métier vous permet de progresser. Vous pouvez rester développeur si ça vous chante, parce que déjà, on gagne bien sa vie en étant développeur, bien évidemment. Mais on peut évoluer à des postes à responsabilité si vous le souhaitez. Sans aucun problème, vous êtes en bonne position pour le faire. Alors, juste un petit focus sur ce que fait un CTO. Moi, pour ma part, je fais beaucoup de choses que je ne trouve pas intéressantes, très franchement. Alors, voici un découpage d'une journée type. Répondre à des mails, c'est à peu près 2h30 par jour. J'en reçois énormément et je dois répondre absolument à des mails provenant de tout type de personnes, en interne mais également en externe. Le déjeuner, parce qu'on est en France, moi j'aime bien déjeuner correctement, donc je prends généralement 1 heure pour déjeuner. Je fais beaucoup de facturation, budget, ça me prend à peu près 30 minutes dans la journée. La communication, en interne, en externe, également 30 minutes dans la journée. La rédaction, donc projet de subvention, rapport, à peu près 30 minutes dans la journée. Les réunions, énormément. Environ 4h30 par jour. Souvent, enfin en tout cas, elles ne sont pas toutes utiles et c'est un vrai travail pour toute personne qui travaille dans une entreprise d'essayer de faire en sorte que les réunions soient toutes productives. Je fais un peu quand même de management et de RH, donc recrutement, des O3. Les O3, c'est ce qu'on appelle les one-on-one, donc c'est des entretiens individuels, la gestion de l'organisation, etc. 1h30 par jour. Puis un peu de veille et d'arbitrage technique, 30 minutes par jour. Donc, comme vous voyez, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour faire de la tech, en tout cas pour développer. Mais heureusement, pour moi, une journée, ça contient 24 heures. Et comme je suis un peu malade, je pense, il m'arrive souvent de me lever à 3-4 heures du matin pour développer. Donc, c'est vraiment un moment que j'apprécie parce que chez moi, tout est calme. Les enfants dorment, évidemment, et je peux me concentrer sans être dérangé. Alors qu'au bureau, je suis dérangé tout le temps. Le développement, ça m'éveille aussi, ça m'éveille l'esprit, ça me détend. C'est comme une séance de yoga, en fait. Et la plupart du temps, j'expérimente des choses, j'apprends de nouveaux langages, je travaille sur des POC, Proof of Concept. Je regarde un petit peu ce que les développeurs aussi ont produit comme code. Ça ne m'arrive pas toutes les nuits, bien évidemment, mais ça m'arrive quand même assez régulièrement. Alors, il m'arrive également de développer pendant la journée, notamment dans les périodes de rush, quand on doit vraiment livrer des gros projets.
j'hésite pas à essayer de prendre une petite part, je ne peux pas prendre énormément de choses, une petite part du travail pour aider notamment les équipes si jamais je peux les aider. Voilà. Alors, pourquoi je code encore du coup? Tout simplement parce que j'aime ça. Et que ce métier de développeur, c'est une passion et j'ai pas envie de le lâcher en fait. Je code pour apprendre encore et pour rester du coup toujours à peu près, en tout cas pertinent dans la tech. Je code aussi pour que mes arbitrages soient légitimes, puisqu'en tant que responsable technique, souvent, je dois trancher entre une techno, entre une autre, une question, est-ce qu'on développe plutôt cette feature plutôt qu'une autre, comme ça ou pas comme ça, pour que mes arbitrages auprès de mes équipes soient légitimes. Je continue à coder parce que ça m'aide à ce que mes arbitrages soient bons. Ça m'aide également à l'horizontalité, c'est-à-dire que quand je développe, ben, je me mets aussi à la place du développeur, le développeur se met aussi à ma place. Donc on est un peu, on nivelle les rapports. Et puis je code aussi quand mon entreprise ou mes équipes en ont besoin. Il me semble qu'un responsable technique, un tech leader, c'est pas qu'un simple manager. Son savoir, il est précieux. En tout cas, il doit l'être. Et si possible, il doit avoir un maximum d'expertise. Mais attention, il faut absolument mettre sa fierté de côté, parce que quand on développe, ça je pense que vous l'apprenez aujourd'hui, on soumet son code à review. Souvent, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on développe et ensuite on pousse des pull requests ou des merge requests, ça dépend comment vous l'appelez. Et ensuite, c'est vos collègues qui vont regarder le code que vous avez produit, qui vont dire s'il est bon, s'il n'est pas bon, s'il y a des choses à corriger. Donc, en tant que manager, responsable, je me dois de faire exactement la même chose. Ce n'est pas parce que je code que mon code est de meilleure qualité que les autres. Donc, il faut mettre sa fierté de côté et il faut continuer à cultiver cette culture dans la programmation qui est l'échange, la remise en question. Et moi, je trouve que ça ne remet pas du tout en cause ou en question ma légitimité ou mon autorité, parce que imaginez qu'un développeur corrige un code que j'ai réalisé qui introduit un bug dans une application, par exemple, moi, j'ai appris et lui, il est très fier d'avoir pu corriger le code du CTO. Aujourd'hui, beaucoup d'objets qui nous entourent comportent des programmes informatiques. Vous le savez, et vous imaginez bien que demain, tout sera digital et connecté. Et il m'apparaît évident que les langages informatiques seront des langages universels et qui seront appris probablement très tôt à l'école. Ça commence un peu d'ailleurs. Nos guichetiers de banque ont déjà disparu. Nos caissières de supermarché seront probablement remplacées un jour par des machines. C'est tragique, mais bon, c'est comme ça. Les robots, les voitures autonomes, les voyages spatiaux, les assistants. Il faudra bien des gens pour développer tout ça. On est d'accord? Donc la question que je me pose, c'est demain, qui pourra encore se permettre de ne pas développer? Donc je pense que vous êtes au bon endroit et je pense que personne dans une entreprise, à long terme, pourra se permettre de ne pas développer, notamment pas un CTO. Certaines sociétés d'ailleurs l'ont compris et obligent leurs collaborateurs à savoir programmer, qu'ils soient développeurs ou pas d'ailleurs. C'est le cas de Twilio, qui dispense une formation Python d'une semaine à tout nouvel employé. La société Stripe aussi, qui a créé un programme de formation au développement pour les employés non techniciens. Alors Stripe et Twilio, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est ce qu'on appelle des pure players. C'est des gens qui font que des produits digitaux. Vous allez me dire que c'est à peu près logique qu'ils aient une politique de formation à la programmation. Mais par exemple, une autre grande entreprise industrielle a également la même envie, c'est General Electric. Et voici les mots de son PDG il y a 4 ans. Si vous rejoignez notre entreprise et que vous avez la vingtaine, vous allez apprendre à coder, peu importe si vous êtes commercial, financier ou autre. Vous ne deviendrez pas développeur, mais vous saurez développer. Ça, c'est absolument génial. Je ne sais pas si d'autres entreprises vont emboîter le pas de General Electric, mais c'est fort probable. Alors, il est assez rare de trouver des CTO de grandes entreprises qui participent directement à la production de code. Et de manière générale, l'ensemble des témoignages que j'ai reçus
convergent en ce point, c'est-à-dire que lorsqu'on commence à piloter une équipe assez importante, on n'a simplement plus le temps de coder. C'est vrai que si moi je me levais pas la nuit, ben, j'aurais plus le temps de coder, ça c'est sûr. Cependant, il existe quelques spécimens qui sont un peu hors normes et qui n'ont jamais arrêté de produire. Par exemple, Lou Cern, le CEO de New Relic, encore un pure player, hein, qui est réputé pour développer énormément. Et il explique qu'il lui arrive de s'exiler pendant une période à l'abri de tout dérangement pour développer et construire son produit. Et ensuite, il revient au bureau avec ce qu'il a réalisé et reprend son activité régalienne de PDG. Mais il y en a d'autres, hein, d'exemples comme ça, comme Sual Doshi, ex-CEO de Mixpanel, qui passait ses samedis soirs à développer. Greg Brockman aussi de chez Stripe. Enfin, il y en a pas mal. Mais particulièrement quand même aux US, hein, côté côte ouest. Ouais, évidemment, il y a des gens. Il y a une culture du code qui est totalement différente. Hein. D'ailleurs, il y a des CTO qui sont starifiés là-bas. En France, on a beaucoup moins ce truc-là. On voit beaucoup plus les PDG que les CTO. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Ces gens-là sont quand même un peu des stars. Le meilleur exemple, c'est Mark Zuckerberg, évidemment, qui est quand même un développeur. Alors, c'est vrai que si on fait le parallèle avec d'autres métiers plus manuels, on s'aperçoit que c'est assez logique de rester opérationnel quand on devient manager. Par exemple, un chef de cuisine, il est toujours productif. Il n'hésite pas à passer derrière les fourneaux pour montrer, pour assaisonner, pour goûter, pour contrôler. En fait, ça nous semble absolument normal. Et l'inverse serait d'ailleurs assez bizarre. Un chef qui reste dans son bureau et qui ne va jamais en cuisine. On peut avoir cette même analyse aussi avec les chefs de chantier, qui sont des touche-à-tout et qui peuvent très bien aussi prendre le marteau de temps en temps. Voilà, donc moi j'aime bien ces parallèles-là parce que ça me force un peu à dire que même quand on monte en responsabilité, ça ne sert à rien d'être dans sa tour d'ivoire. Il faut quand même continuer à rester opérationnel. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai soumis à ma communauté LinkedIn un formulaire avec quelques questions. Il y a 55 personnes qui ont répondu, dont majoritairement des CTO, mais également pas mal de lead dev et d'architectes. Et voici leur réponse. À la question « Est-ce qu'un CTO doit coder ?» Il y a 53% des interrogés qui répondent oui, 16% non et 29% ça n'a pas d'importance. Ça commence à devenir intéressant quand on filtre les résultats par métier. Et si on regarde les réponses des architectes, il y a 100% qui disent oui. Okay. Si on regarde la réponse des lead développeurs, donc là, c'est les développeurs plus quand même, c'est beaucoup plus partagé. Et le non est à égalité avec le oui. C'est assez intéressant parce que moi, je vois que quand je code, je peux générer des frustrations de la part des lead développeurs. Pourquoi? Parce que eux, ils sont justement en charge de continuer de développer pour leur équipe et d'être experts. Évidemment, s'il y a le CTO qui passe par là et qui écrit des lignes de code, c'est leur piquer un petit peu du boulot. Alors, faut faire très attention avec ça d'ailleurs. Mais est-ce que dans quelques temps, ces gens-là, quand ils deviendront CTO ou encore architectes, et qu'on leur dira maintenant tu arrêtes de développer, est-ce qu'ils garderont exactement la même analyse ou pas? Ça, c'est difficile de savoir. Voici la réponse des CTO. Donc, comme vous voyez, c'est très éloigné de la réponse des autres métiers. Donc, 13% pensent qu'un CTO ne doit pas coder, 43% pensent qu'ils doivent coder, et 43% pensent que ça n'a pas d'importance. Pour terminer, on arrive à la fin, ne vous inquiétez pas. J'ai posé cette question à de grands CTO et quelques-uns m'ont fait l'honneur de répondre. Lucas Dixon, Chief Scientist chez Google, m'a dit qu'il développe, il continue à développer pour être légitime dans le processus d'évaluation du rendement, pour être en capacité de vérifier et creuser plus en profondeur si besoin, pour embaucher, pour faire partie de l'équipe, pour être capable de comprendre les problèmes des gens et les défis de son équipe. J'ai d'ailleurs la chance de travailler avec Lucas sur un projet de machine learning. C'est vraiment quelqu'un de brillant et qui représente d'ailleurs assez bien ce que je pense de cette question. J'ai également posé la question à Nick Rockwell, ancien CTO de New York Times, il est parti il y a 6 mois du New York Times. Selon lui, ça dépend de la taille de l'entreprise. Pour les plus petites entreprises, c'est oui. Donc, quand on est dans une petite entreprise et qu'on est CTO, oui, on développe. Mais quand on est CTO d'une grande entreprise, c'est non. Il dit qu'à partir d'une équipe de 50 personnes, le CTO devrait arrêter de coder régulièrement, sous peine de ne pas faire assez d'actions à effet de levier, comme du recrutement ou prendre des décisions techniques stratégiques. C'est intéressant quand même. Alors, j'ai posé la question à Vania Josifowski, qui est le CTO de Pinterest. Et il a un parcours incroyable. Il a fait de la recherche chez IBM, puis chez Yahoo. Il a
était technical lead chez Google et maintenant il est CTO de Pinterest. Je lui ai posé la question via LinkedIn, via le chat de LinkedIn, et voici ce qu'il m'a répondu. Je vous laisse juste lire, mais c'est assez cocasse. Bon, évidemment, il n'a pas de temps libre pour développer. Vu la brièveté de sa réponse, il ne m'a pas fait non plus quelque chose de plus élaboré que ça. Donc voilà, c'est vrai que c'était un plaisir d'échanger, ne serait-ce que quelques instants avec lui. Ça se voit déjà aux horaires des messages. Ouais, alors oui, c'est quoi? Ben voilà, c'est la nuit, hein, voilà, je dors pas beaucoup. Mais alors, chez lui, c'était le jour, par contre, hein, je suppose. Hein. 5 heures, oui, c'est ça, c'était le soir. Alors, on arrive presque à la fin de cette présentation. Et concernant cette question, il y aurait pas pu avoir meilleure fin que ce qui va suivre. J'avais contacté Kevin Scott, qui est le CTO de Microsoft. Alors, dans le milieu, forcément, c'est un peu le Graal, hein, c'est un peu la référence, quoi. Et c'est dingue parce que je ne connais pas cette personne, mais il m'a fait une réponse très élaborée, réfléchie et vraiment unique. La voici. Alors, elle est un peu longue et elle est en anglais, donc je vais vous la traduire. J'ai la traduction en français. Je pense qu'il faut coder si vous êtes CTO d'une entreprise où le logiciel joue un rôle important ou est important pour les ambitions futures de votre entreprise. En revanche, votre code ne doit pas être sur le chemin critique. En tant que CTO, vous aurez certainement un ensemble de responsabilités qui sont plus importantes que le code que vous êtes en mesure de produire. Si vous codez sur un chemin critique, vous allez ignorer ces responsabilités que personne d'autre que vous ne peut prendre et vous ralentirez probablement la production en essayant d'écrire du code que les développeurs actifs pourraient écrire mieux et plus rapidement. Mais en tant que CTO, l'écriture du code en dehors du chemin critique, qu'il s'agisse de prototypes, POC, de votre projet open source préféré ou de parties non critiques du logiciel live de votre entreprise, peut être un moyen extrêmement puissant de rester calibré à la réalité. Et de ces raisons, je pratique ce type de programmation depuis plus d'une décennie maintenant, et aussi parce que je trouve la programmation extrêmement plaisante et relaxante. C'est plus ou moins ma façon de méditer. Voilà, je termine cette présentation avec ça, et je me lasse absolument pas de lire ce qu'a écrit Kevin Scott. Et maintenant, je peux prendre vos questions si vous le souhaitez. Ok, merci Sacha pour tout ça. C'est vraiment très riche et j'avoue que ça nous montre à quel point le code est présent au quotidien dans tous les domaines de vie et à quel point avoir un rôle de manager aussi important que le vôtre reste finalement très proche de la réalité de nos apprenants et très proche du métier qu'ils sont en train d'apprendre. J'avais une question tout à fait personnelle en fait. Est-ce que vous êtes aussi passionné de code que vous étiez de musique? Et est-ce que pour vous, que vous êtes toujours d'ailleurs, et est-ce que pour vous, il y a un lien entre ce côté je code quelque chose qui va prendre figure, qui va prendre vie grâce à un ensemble, à une succession de codes, comme on pourrait penser au solfège et au résultat d'une mélodie, par exemple. Est-ce que pour vous, ça a le même sens, ou en tous les cas, est-ce que vous éprouvez le même plaisir? Voilà. Alors, éprouver le même plaisir, oui. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple très concret, c'est-à-dire que depuis que je développe, je ne joue plus du tout de musique. Ah, voilà, j'en ai plus trop le temps, mais j'en éprouve pas du tout le besoin, en fait. Alors que je vivais que de ça, hein, donc vous pouvez bien imaginer que c'était ma passion. Non, c'est vraiment une passion qui en a remplacé une autre. Et puis d'ailleurs, je fais le parallèle entre l'écriture de code, la programmation et la musique, puisqu'il me semble que c'est un travail, enfin en tout cas développeur, c'est un travail qui est très créatif. On ne croit pas comme ça, mais quand on a appris le langage, une fois qu'on commence un peu à le maîtriser, il y a 1000 façons d'écrire des lignes de code, il y a 1000 façons de développer un applicatif. Et en fait, il y a une partie créative à l'intérieur vraiment très, très importante. Il y a du code simple, il y a du code compliqué. Et c'est un petit peu comme si vous deviez rédiger un bouquin. Il pourrait être très verbeux comme beaucoup plus simple.
pour moi, c'est vraiment quelque chose le parallèle est très concret, quoi. Et je fais aussi le parallèle entre mon métier d'aujourd'hui et le métier de chef d'orchestre, parce que quand on est chef d'orchestre, on doit faire jouer les musiciens, on leur donne des partitions. De temps en temps, on les écrit, ces partitions. On sait également jouer du piano et on canalise les énergies un petit peu de tout le monde. Voilà, il me semble que le parallèle est là et c'est peut-être aussi pour ça que la musique ne me manque pas. Ok, mais c'est vrai que moi j'ai croisé dans ma vie beaucoup de développeurs qui étaient des musiciens à la base. Voilà. Donc, je crois qu'il y a vraiment Oui, quelque chose. mais c'est vrai, j'en rencontre beaucoup. Alors, savez-vous que moi, j'ai appris le code sur une plateforme qui n'existe plus, en tout cas, enfin, elle existe toujours, mais elle a changé de nom, qui s'appelle le site du zéro. Ça s'appelait le site du zéro à l'époque, qui est maintenant Open Classrooms. Et je connais notamment le CTO d'Open Classrooms, qui est un ancien musicien également. Et il y a beaucoup de musiciens qui ont eu de plus en plus de mal à vivre de la musique, qui ont choisi le métier de développeur. Et il me semble qu'ils ont bien eu raison. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, c'est souvent des gens qui sont très créatifs et qui sont bons dans le métier de développement. Oui, oui. Je confirme. Ça va dans le sens de ma question. Alors, on a des questions sur le chat. Je ne sais pas si vous les voyez, Sacha. Si, je les vois, je les vois. Allez-y, je vous La laisse. première, c'est quel est le salaire d'un CTO? Alors, je vais tout de suite vous coller, parce que je suis allé le récupérer, une étude de TechRox. TechRox, c'est un organisme auquel j'ai la chance de faire partie, en tout cas de faire partie des membres corps, qui vous indique un petit peu le salaire moyen des CTO. En tout cas, on a fait une étude entre nous, les membres de TechRox, pour savoir combien les CTO sont payés. C'est un métier en France qui gagne de mieux en mieux sa vie. Hein. Ça gagne plutôt bien sa vie. Je crois que la moyenne, c'est à peu près 82 000 euros à l'année en brut. Alors après, ça dépend hein, si vous êtes en start-up ou en grande entreprise. Les CTO de très grandes entreprises, ça peut aller jusqu'à des 200 000 euros par an, 250 000 euros par an. J'en ai connu même encore un peu plus que ça. Côté États-Unis, ça monte très très vite à 500 000 euros, voire même 500 000 dollars, pardon, voire même le million pour les grandes entreprises. Voilà, c'est assez variable, mais vous savez qu'en tant que CTO, évidemment, on gagnera bien sa vie, mais en tant que développeur aussi, bien sûr. Une autre question, c'était comment ça se fait qu'en 2 clics, on peut lire tous les articles payants du Parisien sans rien dépenser, sachant que le New York Times avait fait la même erreur il y a quelques années. Alors, ouais, très bonne question. Je vais rentrer peut-être un tout petit peu dans la technique. Il y a un truc qui est assez compliqué, justement, comme je vous l'ai dit, à gérer quand on est dans un site à forte charge, c'est justement les pics de charge. Pour se prémunir de ces pics de charge-là, on utilise souvent ce qu'on appelle des CDN, Content Delivery Network. Donc, c'est des serveurs qui ne sont pas les siens, qui sont entre l'utilisateur et vos propres serveurs et qui répondent les pages à votre place. On cache la page dans ce CDN et le CDN répond la page à votre place. Donc, un premier utilisateur demande la homepage du Parisien, par exemple, ou un article plutôt payant du Parisien. C'est votre serveur qui répond et le CDN intercepte cette réponse et dit bon, je vais la garder pour le prochain qui va venir. Comme ça, je la rendrai, moi, directement. Ça, du coup, le CDN est beaucoup plus puissant que votre serveur, donc du coup, vous pouvez encaisser le pic de charge. Le problème avec ce système, c'est que vous avez servi la même page à tous les utilisateurs, de la même façon. Vous n'avez pas fait de personnalisation, vous ne faites pas de session utilisateur, rien du tout. Le Parisien est basé sur cette techno de CDN. Donc, pour les articles payants ou pas payants, on est obligé de changer cette caractéristique en JavaScript, donc côté navigateur. C'est-à-dire que de base, on sert un article gratuit et ensuite on vient changer le contenu de la page HTML en JavaScript parce qu'on vient de détecter dans le navigateur que l'utilisateur il n'est pas abonné. Mais quand même, on a envoyé tout le contenu complet de l'article dans le navigateur. Et ensuite, en JavaScript, on vient enlever du texte. Voilà, c'est à peu près ça. Donc ça, quelque part, c'est un peu une faille parce qu'on a délivré des articles complets sans vraiment les sécuriser. C'est pourquoi nous, au monde, on ne fait pas ça. On n'a pas de CDN pour cacher les pages HTML et on vient vérifier à chaque fois que l'utilisateur vient sur le serveur, puisqu'il vient systématiquement, s'il a les droits ou pas de lire un article. Et du coup, s'il n'a pas les droits, on ne lui affiche pas l'article en entier. Voilà. Vous pouvez m'interrompre, hein, tout ça, si ce n'est pas clair et si vous voulez des précisions. Hein. Oui, bien sûr. On a d'autres questions, Sacha, sur le chat. Voilà, quel processus est établi pour accueillir, former un développeur junior qui intégrerait
vos équipes, enfin qui intègrent les équipes d'une manière générale, mais plus, voilà, plus en Alors, plus... ça dépend des équipes. Généralement, il y a combien d'équipes après? Il doit y en avoir une 10-12 à peu près. Donc, 10-12 managers techniques différents. Ils sont chacun un peu libres de leur onboarding. On appelle ça un onboarding. Déjà de leur process de recrutement et de leur onboarding. On essaie de s'entendre quand même sur quelque chose d'assez cohérent. Généralement, le recrutement déjà est assez cadré. On fait passer des tests techniques. D'abord des entretiens téléphoniques, ensuite des entretiens physiques avec un test technique. Et ensuite, je reçois les développeurs pour un entretien plus soft skill, donc vérifier si la personne adhère à nos valeurs. Et ensuite, comme les tests techniques ont généralement aidé à choisir la bonne personne techniquement, quand il arrive dans l'équipe, il y a toute une phase, bien évidemment, où on va lui montrer le code sur lequel il va travailler, on va l'aider, on va l'accompagner, on lui fait passer des O3. Généralement, il nous fait également mince, j'ai oublié le terme. Oui, un rapport d'étonnement. Exactement, pardon, un rapport d'étonnement qu'on partage. Après, on rentre dans les rituels de l'agilité, donc en fait, il peut donner son feedback tout le temps, en fait. Et puis très vite, en fait, on fait le point à savoir si ça se passe bien ou si ça se passe moins bien. Et puis on avise sur la suite. Voilà. Ok, donc moi j'ai une question par rapport à ça. Quels sont les soft skills que vous recherchez, c'est-à-dire les qualités humaines qui sont importantes pour vous dans le cadre d'un recrutement de développeurs? Alors en fait, on met en avant toujours un peu les mêmes valeurs. On parle de valeurs chez nous. Je vais récupérer juste mon anti-sèche. Évidemment, on est un site, des sites d'information, donc c'est déjà assez important que la personne qui nous rejoigne comprenne exactement quel est le produit qu'on développe. Alors, c'est pas obligatoire que le développeur soit un abonné Le Monde ou qu'il ait déjà lu Le Monde, c'est pas ça, mais en tout cas, on reçoit souvent des gens en entretien et qui savent pas trop en fait quelle est la mission qu'on leur propose. Ah oui, des choses particulières, c'est qu'on a beaucoup de prestataires, donc on fait appel à des SS2I, maintenant appelés ESN, pour accueillir chez nous des gens en régie. Donc c'est des prestataires, c'est pas des salariés. On a très peu de salariés finalement dans les développeurs. On a à peu près 80% de prestataires. Mais le process de recrutement reste à peu près le même, ça c'est pas un problème. Donc la première question moi, que je leur pose quand je suis en entretien, c'est selon vous, qu'est-ce qu'on va vous proposer comme mission ici? C'est quoi en fait le job? Voilà. Donc déjà, si la personne, elle ne sait pas me répondre, elle me dit ouais, c'est du développement PHP, ouais d'accord, mais tu vas faire quoi? Bah, pour le groupe Le Monde, bah, ça ne veut rien dire, c'est quel produit? Voilà. Donc ça, un conseil que je peux vous donner, c'est quand vous allez en entretien, regardez vraiment pour qui vous allez travailler et qu'est-ce qu'on vous demande de faire. Normalement, vous avez reçu la fiche de poste et vous savez de quoi il s'agit. Si vous arrivez, vous ne savez pas de quoi il s'agit et qu'en fait vous passez un entretien à l'aveugle, franchement, la personne en face, elle va mal le prendre. Donc ça, c'est déjà un premier truc que j'apprécie. C'est un soft skill finalement, puisque c'est l'intérêt pour la marque. Ensuite, nous, on met beaucoup en avant 4 valeurs qui sont le respect, le partage, la confiance et l'excellence. Voilà, pas grand-chose à dire de plus, mais en tout cas, on essaie de déceler pendant les phases de recrutement si la personne est à peu près en cohésion avec ça ou pas. Alors, sur le même sujet, est-ce que vous avez, vous, des exigences en termes de diplôme, de niveau d'études? Alors, je suis très mal placé pour ça parce que moi, sur les CV, je regarde jamais les formations. D'accord. Non, je regarde jamais. C'est aussi un défaut, hein, je le sais. Mais déjà, je sais pas. Je connais très mal les écoles, forcément. Je n'ai pas été dans le cursus. Non. Donc, mais par contre, mes collaborateurs, oui, ils regardent un petit peu plus. D'accord. Non, je regarde surtout l'expérience professionnelle parce que c'est relativement rare qu'on accepte des juniors. Et ça, c'est aussi un problème. Mais je regarde l'expérience professionnelle et puis surtout les tests techniques et les soft skills en entretien. Voilà.
Parce qu'effectivement, la plus grande difficulté de nos apprenants, ceux qui sortent là de notre école, c'est effectivement qu'ils sont débutants et mettre le pied à l'étrier, c'est pas toujours facile. Quel serait le meilleur conseil que vous leur donneriez pour ça? Alors, en ce moment, du boulot, il y en a énormément. Du boulot en tant que développeur. Même si la crise a fait qu'il y a pas mal d'entreprises qui recrutaient énormément de développeurs qui maintenant n'en recrutent plus. Dans le travel, etc., là, ça ne recrute plus du tout. Et je sens particulièrement que les ESN en face sont très… Enfin, c'est un peu délicat la situation pour eux. Mais néanmoins, il y a quand même du boulot. Dans les ESN, ou SS2I, ils sont prêts à embaucher des gens, sans aucun problème. Donc, si vous avez un petit peu du mal à être embauché en client final, ce qu'on appelle le client final dans une marque directement, une ESN saura vous faire signer un CDI, je pense. Même si vous êtes junior. Et l'avantage avec ça, c'est que vous aurez une mission chez un client pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, qui vous fera apprendre énormément. Et si ça ne vous plaît pas, vous pourrez changer de mission, etc., etc. Et ça vous fait sur votre CV quelque chose qui est vraiment solide, en fait. Ouais, Donc, si toutefois, vous ne savez pas correctement aller toucher le client final au début, intégrer une belle marque tout de suite, vous inquiétez pas, ce n'est pas très grave. Essayez de taper dans les ESN. Et puis là, à mon avis, vous fabriquez votre CV correctement. C'est ça. Alors, on a une autre question qui est, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut être développeur uniquement en travaillant en téléprésentiel? De plus en plus. De plus en plus. Alors, uniquement en télétravail, c'est assez rare quand même. C'est-à-dire que visiblement, la tendance va à un peu une mixité, quoi. Quelque chose d'à peu près un peu de télétravail, mais quand même un peu de présentiel aussi. Mais il y a de plus en plus de boîtes qui acceptent le télétravail et qui n'ont pas de problème avec ça. Moi, ce que je vois, c'est que les meilleurs développeurs, d'ailleurs, c'est en fait les plus seniors, ceux qui ont écrémé toutes les startups de Paris. Au bout d'un moment, ils en ont eu ras-le-bol et ils sont partis de Paris et du coup, ils sont plus disponibles à Paris et ils imposent leurs conditions comme ça. C'est-à-dire que si on veut travailler avec eux, c'est cher et en plus, ils sont en télétravail. Mais en même temps, c'est un métier, franchement, où on est capable de travailler à distance parce qu'on a tous les rituels dans l'agilité pour se faire le stand-up le matin sur des outils de collaboratifs, Slack ou n'importe quoi d'autre, se faire des visios, on pousse du code dans GitHub, donc on se review tout ça ensemble et tout. En fait, on n'a pas obligatoirement besoin de se voir quand on est développeur. Voilà. Moi, je pense quand même que se voir de temps en temps, ça aide surtout à être bien dans sa tête. Mais en tout cas, on peut travailler en télétravail aujourd'hui. Alors, on a une autre question. Est-ce que le RGPD a beaucoup changé la manière de coder au sein de votre groupe? Oui, énormément. Énormément. Et on est souvent, quand ce genre de législation arrive, on râle souvent parce que ça nous donne du travail qu'on n'avait pas envisagé jusqu'alors. Et on a l'impression de perdre du temps. Mais maintenant, avec le recul, je pense que c'est une très, très bonne chose ce RGPD. Vraiment. C'est très compliqué, par contre. Il faut vraiment lire plein de choses, essayer de comprendre. Il y a aussi sa propre interprétation. Il n'y a pas tout le monde qui est d'accord, d'ailleurs. Mais on a vraiment réussi à garantir à l'utilisateur, au lecteur, de respecter beaucoup mieux sa vie privée, ses données personnelles que ce qu'on le faisait avant. Ok. Alors, vous pouvez lire les questions comme moi, je crois. Ouais. J'en ai une là, c'est je suis abonné au Monde, mais si mon épouse essaye de lire en même temps que moi, l'appli détecte. Vous pouvez me donner un peu de détails techniques, s'il vous plaît. Alors, je vous précise juste, Sacha, je vous précise juste que Jamshid Dalili, qui vous a posé la question, est le président de notre école. C'est notre patron à tous, voilà. Bien, enchanté. Eh bien, je suis ravi de cette question, d'autant plus que c'est moi qui ai développé ce truc-là. Vous voyez, j'étais complètement sur le chemin critique quand j'ai fait ça, puisque je l'ai fait en 2 nuits, pour tout vous dire. Parce qu'on se posait la question, en fait, des abonnés qui partagent leur compte. Évidemment, quand on est une entreprise, on n'est pas… on veut pousser de l'information, c'est important d'informer les gens, mais il faut aussi payer les journalistes et payer les salaires. Donc, on vend des abonnements. Et ces abonnements-là, quand quelqu'un en abuse un petit peu et le partage à tout le monde, ça nous fait un petit peu mal.
Donc, on a, dans un premier lieu, décidé essayer de mesurer qui partageait ses comptes et quel était l'impact du partage de comptes. Et c'est comme ça que le truc est parti. J'ai développé un système pour détecter en fait les lectures simultanées, un peu à la Spotify. Donc, quand vous êtes abonné Le Monde, vous êtes connecté, et que quelqu'un d'autre utilise votre compte pour lire en même temps que vous, là, le système le détecte et au départ, collecte l'information quelque part. On a vu que c'était très important, c'est-à-dire que beaucoup de personnes partageaient leur compte. Et c'est là où on a décidé d'afficher un message, comme Spotify, en disant, ben voilà, votre abonnement est utilisé sur notre appareil. Soit on vous a subtilisé votre mot de passe, ce qui est grave, et dans ce cas-là, on vous propose de modifier votre mot de passe. Soit vous l'avez partagé consciemment, et dans ce cas-là, peut-être que votre offre, elle n'est pas appropriée, et on vous conseille de basculer vers l'offre famille, dans laquelle vous aurez du multi-compte, et vous pourrez, comme Netflix par exemple, ou Spotify, gérer votre abonnement avec du multi-compte. C'est très complexe en fait techniquement, parce que ça demande énormément de hits sur nos serveurs, énormément de charges, mais on est plutôt content de ce qu'on a développé. Ok, merci. On continue. On a encore quelques messages. Je vous laisse lire, Sacha. Alors, il y en avait une au-dessus que j'ai loupée. Pardon, je vais essayer de ne pas en louper parce que je pense qu'on a le temps. Vous recrutez des élèves de la 3WA. Quels sont les tests techniques au recrutement? Alors, on recrute tout type d'élèves. Il n'y a pas de. En tout cas, il n'y a pas. Ouais, que ce soit la 3WA ou n'importe quelle école, ça ne va vraiment pas du tout un souci. Les tests techniques, ça dépend dans quelle équipe vous arrivez. Si vous êtes sur l'équipe mobile, évidemment, vous aurez des tests techniques sur du Swift ou de l'Objective-C, je crois qu'il fait les deux, ou du Java et du Kotlin si vous êtes sur Android. Ensuite, sur le PHP, parce qu'on a quand même beaucoup de PHP, c'est un espèce de QCM, en fait, assez élaboré. Pardon? Dis ça, ils ont l'habitude. Voilà. Après, en fait, ce qui importe pour nous, c'est pas vraiment c'est pas vraiment le score, c'est pas vraiment la note à la fin. C'est surtout qu'il y a des questions auxquelles on n'aime pas que les gens se trompent. Voilà, il y a des questions très particulières auxquelles, quand il y a une erreur, c'est un peu embêtant parce que ça veut dire qu'il y a peut-être une logique qui manque quelque part ou quoi. Voilà. Et puis côté front, c'est pareil, c'est des tests, c'est des QCM aussi côté front. Alors, en passant de dev à CTO, la responsabilité s'est fortement amplifiée. Quel a été l'impact pour votre vie quotidienne et surtout familiale? Je suis ravi qu'on me pose cette question. Tout simplement parce qu'on ne la pose pas suffisamment aux hommes et on devrait la poser à tous les hommes et évidemment pas aux femmes parce qu'on la pose trop souvent aux femmes. Alors, je pense à... Pardon? C'est un homme qui la pose. Oui, mais c'est très bien, c'est très bien. Oui, très bien. Moi, je lutte pour essayer de faire en sorte qu'on ait beaucoup plus de femmes dans ce métier. C'est très, très compliqué, évidemment. Je crois que chez nous, on en a 4, 5. Et en plus, majoritairement, ce sont des product owners. Donc, ce n'est pas obligatoirement des développeurs. Hein. Les développeurs, c'est encore plus rare. Et je lutte avec ça. J'essaie de comprendre pourquoi les femmes ne sont pas obligatoirement intéressées par ces métiers techniques. Et je pense que c'est surtout à cause des hommes. Voilà. Bon, bref, je digresse. L'impact dans ma vie quotidienne et familiale. Il est important, c'est-à-dire que je travaille beaucoup, évidemment, mais j'ai toujours travaillé beaucoup. Que je sois CTO du Monde ou que j'étais entrepreneur, ou même avant, même quand j'étais développeur et même quand j'étais musicien. Quand j'étais musicien, je n'avais pas d'enfant. Cela dit, il y a des choses qui sont sacrées, c'est-à-dire que quand je suis à table, je n'ai pas mon téléphone. Le week-end, j'ai arrêté de travailler le week-end, à part quand je suis d'astreinte, parce que ça m'arrive que je sois d'astreinte. Ou alors vraiment pour une bonne raison, j'essaie de faire en sorte de déjà faire comprendre à ma famille que le métier que j'exerce est prenant et il paye quand même pas mal de choses dans le foyer. Donc c'est aussi, voilà, on ne serait pas capable, je pense, d'avoir tous les deux le même genre de responsabilité, ma femme et moi. Donc fort heureusement, là, il n'y a que moi, mais ça pourrait être l'inverse, hein, c'est pas du tout. Donc voilà, c'est compliqué. Mais il faut vraiment prendre cette question au sérieux
Je pense qu'on est à l'équilibre avec mon épouse là-dessus et mes enfants. Mais de temps en temps, c'est vrai que c'est un peu chargé et que j'aimerais passer un petit peu plus de temps avec eux. Alors, avec mes excuses, c'est un peu hors sujet. Je pense très sérieusement m'orienter vers le deep learning d'ici quelques années. Jusqu'où pensez-vous que cette pratique va se développer? Le sens pourcentage de développeurs qui le pratiquent. Il y a encore peu de développeurs qui le pratiquent. On reste quand même généralement sur… les ressources de développement sont plutôt orientées programmation que data analyse ou data science ou data engineer. Par contre, c'est un métier qui recrute quand même beaucoup. Il y a énormément d'entreprises qui vont dans le machine learning, dans l'intelligence artificielle, sans trop savoir où elles vont d'ailleurs, mais surtout pour l'expérimentation. Donc, il y a de la place. Et il y a aussi les plus belles boîtes en fait, disponibles en France et à l'étranger qui sont très fortes dans ces métiers-là. Donc, si vous avez la prétention de travailler dans des belles boîtes, c'est pas une mauvaise idée que d'aller dans ce genre de techno, je pense. Voilà. Quelle fonctionnalité les devs doivent-ils coder? Alors, je pense que je comprends pas tout à fait la question, mais je suppose que c'est les devs de mes équipes. Oui, les devs de vos équipes, oui, tout à fait. D'accord. Alors, il y a différents types de développeurs. Il y a les développeurs front et il y a les développeurs back. Les développeurs front, ils sont concentrés bien sûr sur le JavaScript, le HTML, le CSS. Donc, eux, ils font de l'intégration. Ils vont développer à quoi ressemble une page article sur le site Le Monde. Et puis, pour cela, ils font également appel à leur collègue, le dev back, qui va faire les appels à la base de données pour récupérer le contenu de l'article, le rendre disponible au dev front pour qu'il le mette en page correctement. Également, le dev back, il peut développer le CMS, le Content Management System, l'outil pour les journalistes pour écrire leur article. On développe nous-mêmes le système, donc ça veut dire qu'un journaliste se connecte à un outil qui est développé par nous, login, mot de passe, ça c'est un développeur qui le fait. Ensuite, il a un grand formulaire dans lequel il écrit son article. Et ensuite, il le publie sur le site web, sur l'application mobile, etc. Ça, c'est pareil, c'est un développeur qui va pouvoir développer, par exemple, cette fonctionnalité. Il y a énormément de choses, en fait, qui ne développent pas, mais ça peut avoir aussi du push mobile. Voilà, on développe aussi les systèmes pour que vous receviez les notifications sur votre téléphone, par exemple. Peut-on passer un entretien en téléprésentiel? De plus en plus, en fait. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On recrute quand même beaucoup. Là, par exemple, j'ai 10 développeurs à recruter pour 2021, pour janvier. Et on sait très bien que ces recrutements vont se passer en visioconférence, en fait. Et même l'onboarding sera en visioconférence, puisqu'on est encore en confinement. Donc, les gens ne sont pas tous autorisés à venir au bureau. Donc, généralement, on fait ça comme ça. Est-il utile de commencer par un stage après une formation ou de passer directement sur un CDD ou un CDI pour une meilleure immersion? En fait, moi, je dirais tout dépend de ce qu'on vous propose parce qu'il y a des stages, c'est relativement rare, mais il y a des stages qui vont vraiment vous mettre les mains dans le cambouis. Et ceux-là, ils sont intéressants. Après, si c'est pour faire 2-3 newsletters et quelques codes par-ci par-là, des trucs qui vont pas trop vous intéresser, bon là, ouais, c'est peut-être moins intéressant et mieux vaut aller vers un CDD. Mais c'est pareil, un CDD, vous pourrez avoir exactement la même chose. Moi, je dirais pas vraiment, c'est pas vraiment une question de type de contrat, c'est vraiment ce qu'on va vous proposer. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont fait un stage dans lequel on leur a filé vraiment les clés du camion et ils ont tout redéveloppé, quoi. Et là, ça leur a fait apprendre énormément. Et ça, c'est les bons stages. Est-ce que vous allez passer de Swift à React Native ou autre chose? Alors, non, pas obligatoirement. On passe à React Native pour les applications des magazines, donc pour l'Obs, pour Courrier International. On est en train de le développer. D'ailleurs, l'Obs, l'application de l'Obs devrait être soumise au store, je pense, la semaine prochaine, la nouvelle. Et on passe, on est passé en React Native pour que ce soit plus simple à développer. Mais c'est certainement une application qui n'est pas aussi puissante que celle du Monde ou de Télérama, qui, elles, sont faites en langage natif. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas le faire en React. On pourrait le faire en React.
Mais en fait, on a une compétence et une exigence au niveau de nos applications, surtout sur l'application Le Monde, qui est très, très importante. Et du coup, ça nous oblige un petit peu à rester dans les langages natifs. Cela dit, React Native, c'est top, hein, c'est vraiment une super techno. Et là aussi, il y a énormément de travail dedans. Il y a du boulot dans tous les sens. As-tu un avis sur le fait de devenir freelance? Est-ce que d'après toi, pas trop dur de trouver des clients, même avec peu d'expérience? Sans expérience, être freelance. Alors, à savoir qu'il y a des équivalents des boîtes comme les ESN, qui sont des boîtes de portage de freelance. Donc, en fait, c'est des commerciaux qui prennent les freelances et qui les placent chez des clients. Donc, si vous êtes freelance, mais que vous n'avez pas de carnet d'adresse, vous ne vous vendrez pas. Ce sera très difficile d'aller trouver un client. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire appel à des gens qui savent vous vendre. Et il y en a plein. Hein. Il y a Easy Partner. Enfin, je travaille avec certaines boîtes, mais en tout cas, il y en a plein. Forcément, parce que de plus en plus, les développeurs, ils deviennent freelance. Au bout d'un certain temps, quand on a été en CDI, etc., qu'on a touché déjà un bon salaire, on sait qu'en freelance, on peut gagner 2 fois plus. Alors attention, vous paierez beaucoup plus d'impôts aussi. Il y aura beaucoup plus de charges. Mais vous gagnerez plus, en tout cas sur votre compte. Donc, il y a plein de bons développeurs qui deviennent freelance. Et généralement, pour se vendre, ils passent par des sociétés de portage. Certains arrivent à se vendre par eux-mêmes ou parce qu'ils sont sur des plateformes de vente de freelance comme Malte, qui fonctionnent très bien. Oui, c'est ça, Easy Partner. Easy Partner. Mais pour être sur Malte et être recruté directement par quelqu'un, il faut quand même avoir un bon CV. Il faut être attrayant, en fait. Et alors attention, parce qu'on commence à sentir le vent tourner. C'est-à-dire que sur Malte, il y a des gens qui se sont rendus très, très attrayants, qui ont un peu pipoté leur CV, mais quand ils arrivent chez nous, ils ne savent pas faire grand-chose. Voilà, on peut très bien mettre en avant un profil un peu édulcoré, quoi. Donc voilà, il faut faire attention. Quels sont les frameworks les plus demandés sur le marché? Alors, ça dépend du langage que vous utilisez. Si vous utilisez du PHP, ça va être du Symfony. Le Symfony, c'est ce qu'il y a de plus connu. Vous avez Laravel derrière. Alors nous, on ne travaille pas avec ces frameworks-là parce que j'estime qu'ils sont beaucoup trop lents et trop lourds. Donc on travaille avec du Falcon, qui est très peu connu, mais qui est un framework compilé. Donc en fait, c'est du C. C'est pour être beaucoup plus performant. Mais sinon, c'est du Symfony et du Laravel. Si vous faites ça, vous aurez du boulot. Sur du JS, eh bien, ce sera du React. Voilà, il n'y a pas photo. Ensuite, les autres langages, je les connais un peu moins. Je connais un peu le Go, mais là, c'est pas vraiment la philosophie du framework. C'est plutôt, il faut savoir déjà bien développer pour faire du Go. Mais... Sacha, je vous interromps parce qu'on avait prévu jusqu'à 19h. Il est 19h08. Ah oui, je vois pas le temps passer, moi. Est-ce que vous êtes OK pour continuer à répondre aux questions? Ça va en termes de timing? Oui, moi ça va. On peut continuer encore 10-15 minutes si vous voulez. D'accord, parce qu'on a encore pas mal de questions. Ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Recrutez-vous longue distance Canada? Non, on ne fait pas. On fait quand même en recruter en télétravail. Mais non, en fait, on essaie quand même de rester sur le même fuseau horaire parce que les gens, ils travaillent ici et on a besoin de collaborer avec les gens et de les avoir en visio tout le temps. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des… Et du coup, en France, c'est bon alors? Si c'est le même fuseau horaire? En France, même fuseau horaire. Par exemple, si ce serait une personne qui serait à 500 km, mais sur le même fuseau horaire? Alors, ça nous arrive, mais on estime quand même que dans les premiers temps, il faut que ce soit idéalement en présentiel. Ouais, je vous dis ça, en ce moment, on n'a pas le choix, on est obligé d'être en télétravail. Mais normalement, on dit que dans les 2 premiers mois, c'est obligatoirement en présentiel et après, on peut voir à faire du télétravail. Si la personne, elle monte vous voir, ça serait bon. Mettons, mais même si elle habitait à 500 km. Ouais, bien sûr. Bien sûr. On a plein de collaborateurs qui habitent pas Paris. J'ai un PO qui habite Tours, donc il vient là, quand on peut venir au travail, il vient là 3 jours par semaine et les 2 autres jours, il est chez lui. J'en ai un à Beauvais, pareil, même concept. J'en avais un à Marseille qui était à 100% télétravail, mais bon, ça commençait à devenir compliqué, 100% télétravail.
Et là, figurez-vous qu'on vient de recruter quelqu'un qui va faire 2 semaines chez nous et puis 3 semaines à Tunis. Voilà. C'est bien. Merci. Ouais, c'est bien. Une forme d'alternance. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est mieux de se former au bac PHP ou Node qui est à la mode ou les deux? Si vous voulez être bon et que vous commencez, concentrez-vous sur un langage, il me semble. Hein. Les deux, c'est compliqué. Hein. Parce que, en fait, pour tout vous dire, quand on recrute, idéalement, au bout d'un certain moment, on ne se focalise pas trop sur le langage. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui soit capable d'apprendre n'importe quel langage très vite. Mais pour réussir à faire ça, il faut de l'expérience. C'est-à-dire que là, je peux demander à un de mes développeurs, voilà, on va développer ça en Go, même s'il n'a jamais touché le Go. Mais je ne pourrais pas demander ça à un junior, parce que potentiellement, je peux prendre un risque, il va peut-être développer trop lentement. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au départ, dans sa carrière, le mieux, c'est vraiment d'apprendre un langage vraiment à donf pour être bon, pour comprendre ce qu'est un langage informatique, en fait. Et une fois qu'on a compris ce langage, là, je pense qu'on peut commencer à toucher à d'autres trucs, être curieux, continuer à bidouiller à droite à gauche, éveiller en fait ces sens d'apprentissage de langage de programmation. Et après, c'est parti. Je pense que vous pouvez tout apprendre. Voilà. Avez-vous une sauvegarde de vos bases de données qui est totalement hors ligne? Si oui, à quelle fréquence sont-elles mises à jour et sinon pourquoi? Oui, on sauvegarde nos bases de données très souvent. En fait, c'est même un peu tout le temps. C'est-à-dire qu'on a on a des backups sur les bases éditoriales, par exemple, qui sont, je crois, on en a 2 ou 3 fois par jour. Donc là, on fait des dumps. Mais on a quand même les logs qui nous permettent, si toutefois on a un incident qui arrive 1 heure après le backup, de pouvoir restaurer la base à partir du backup et de rejouer les logs d'écriture dans la base pour ne perdre aucune donnée. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué, mais qui est indispensable quand vous voulez avoir un niveau de backup et un niveau de sécurité très important. Pensez-vous qu'il soit pertinent de se former sur l'IA en tant que développeur? Encore une fois, ça dépend parce que si vous choisissez une techno particulière, par exemple PHP, donc déjà l'IA PHP, c'est pas trop. Je dis pas que c'est pas compatible, mais généralement les gens qui font du PHP font pas trop d'IA, quoi. Parce qu'il n'y a pas trop de librairies pour faire de l'IA sur le PHP, ou alors vous allez plutôt faire du Python. Voilà. C'est plus logique en fait. Un peu du JS éventuellement, parce qu'il y a quelques librairies disponibles. Mais donc, si vous faites du PHP, vous allez apprendre le code. Si vous faites de l'IA, vous allez apprendre l'IA. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas les mêmes outils. Pas... Et même si vous faites du Python pour faire de l'IA, vous ferez de l'IA. Vous ne serez pas un vrai développeur Python. Voilà, pour moi, c'est vraiment un peu deux choses séparées. Mais encore une fois, si vous avez vraiment bien appris un langage et que vous êtes hyper à l'aise sur le truc et que vous avez compris comment ça fonctionnait l'informatique, vous pouvez apprendre l'IA sans aucun problème. Demandez-vous aux développeurs d'être capables d'apprendre d'autres langages qu'ils ne connaissent pas au moment du recrutement? Vous avez répondu déjà un peu. Oui, tout à fait. Alors, je ne le demande pas, ce n'est pas un prérequis. Mais en tout cas, ce qui importe pour nous, c'est que la personne soit curieuse et capable d'apprendre. Voilà. Que pensez-vous du métier de testeur d'application? Avez-vous dans votre groupe en ce moment des testeurs? Non, on n'en a pas. C'est ce qu'on appelle un peu la QA. Non, on n'en a pas. Et parce que moi, j'ai un avis assez tranché là-dessus. Je connais des entreprises, et notamment comme le Guardian, par exemple, avec qui j'ai discuté récemment, qui ont une équipe de QA, donc des gens qui font que tester, vérifier la qualité, etc. Non, moi je trouve que en fait aujourd'hui c'est plus utile parce que vous avez quelque chose que vous apprenez souvent quand vous êtes dans le métier et pas trop à l'école, qui sont les tests unitaires ou les tests end-to-end, donc TDD ou BDD, qui vous permettent d'écrire des tests automatisés et de tout baser dessus au fur et à mesure que vous développez. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que vous commencez à écrire les tests avant de développer la fonctionnalité. Donc, comme vous écrivez le test, par exemple,
je vais sur la homepage du site Le Monde et je vois bien que le bouton s'abonner est jaune et en haut à droite de l'écran. Ça, c'est un test end-to-end. Donc, c'est un faux navigateur qui va se lancer, enfin, un vrai faux navigateur qui va se lancer et qui va tester la page, qui va vérifier que le bouton est au bon endroit. Eh bien, vous développez d'abord le test. Il va échouer puisque vous n'avez pas encore développé le bouton. Et ensuite, vous allez faire en sorte que le test réussisse. Donc, vous allez développer le bouton jusqu'à ce que le test passe. Si vous faites ça pour tous vos développements, vous n'avez pas besoin de QA. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vient tester le développement. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire une phase de recette, de vérifier quand même que tout est OK. Mais ça, les plus grandes entreprises avec les meilleurs développeurs le font. J'étais l'année dernière à San Francisco chez une très belle boîte qui s'appelle Pivotal, où c'est vraiment la culture, en fait, vraiment de BDD, en fait, Behavior Drive Development, où on teste avant de coder et tout est testé. Et ça évite beaucoup de catastrophes. Ok. Vous prenez des alternants? Non, malheureusement, on n'en prend pas et je pense qu'on n'a pas le luxe de pouvoir en prendre. Quel avenir pour Vue.js? C'est un super framework, je pense qu'il a beaucoup d'avenir. Il se fait un peu malmener par React, mais c'est un très très beau framework. Je pense qu'il y a de l'avenir. En tout cas, si vous choisissez, vous aurez aussi du travail parce qu'il y a de belles boîtes qui l'utilisent. D'après vous, qu'est-ce qui est le plus parlant sur une candidature GitHub, expérience test algorithmique? GitHub, c'est un bon point. C'est-à-dire que si vous êtes contributeur, par exemple, sur des frameworks connus, et que ça se voit dans GitHub, ça, sur votre profil GitHub, tout de suite, en fait, vous êtes crédible. Si vous avez une belle activité open source GitHub, tout de suite, vous êtes crédible. Alors, pour le coup, je viens de commencer dans un premier emploi de dev. Ils m'ont mis sur un projet où je ne connais ni la tech back ni la tech front. Ça peut arriver, il faut se lancer. Bah ouais, tout à fait. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Il faut être motivé parce que il ne faut pas se décourager. Je vous garantis, quand j'ai commencé le métier de développeur, je ne comprenais rien à rien. J'étais complètement perdu. J'avais l'impression, au bout d'une semaine, d'avoir le cerveau qui avait fondu. C'est bien ça, parce que vraiment, c'est ce qui leur arrive. C'est super de raconter ça. Ouais, mais il faut s'accrocher parce que c'est comme quand vous apprenez l'anglais pour la première, enfin, ou n'importe quel langage, en fait, au début, vous entendez que du charabia, en fait. Vous ne comprenez rien du tout. Mais en fait, mot après mot, ça vient, et puis ça vient vite. Vous allez voir, ça vient vite. Dès que vous avez compris un truc, souvent, c'est parce que vous avez fait une erreur. Et après, c'est assimilé complètement. Donc non, n'ayez pas peur de ne pas comprendre, au contraire, c'est ce qui va vous faire apprendre. Allez, encore quelques sessions et on va s'arrêter. Est-ce que le profil du lecteur version digitale a changé par rapport au profil du lecteur traditionnel du monde? Non, pas vraiment. En fait, étonnamment, non. C'est vrai qu'on a toujours dit que le papier était en déclin et que pourquoi? Parce que les lecteurs étaient vieillissants. Les lecteurs du monde, enfin des journaux étaient vieillissants, ceux qui achètent le papier. Eh bien non, en fait, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, et notamment assez âgés, qui achètent des abonnements numériques et qui en profitent. Et on a également des gens très jeunes qui achètent du papier. Bizarrement, la chute du papier n'est pas aussi immédiate que ce qu'on pourrait croire. Mais notamment parce que le numérique aide à faire remonter un peu le papier. C'est des stratégies un peu techniques et commerciales, mais on y arrive. Allez, je prends la dernière et puis on s'arrête là. Vous avez dit qu'en tant que dev en devenir, nous sommes à la bonne place, mais sommes-nous au bon moment? En tant que recruteur, prévoyez-vous une saturation de développeurs sur le marché dans les prochaines années? Non, je suis pas sûr que je suis pas sûr qu'il y ait une saturation de développeurs. Très franchement, je vois pas encore une explosion de l'intérêt du développement chez les jeunes enfants, sur le marché non plus. Oui, je reçois beaucoup de CV, mais pas plus qu'avant. Là, le marché est tendu à cause du Covid, ouais, mais le numérique continue à prendre un essor considérable. Comme je vous l'ai dit, tout est digital et connecté et ça ne va pas s'arrêter. Donc oui, c'est définitivement le bon moment. Oui, moi je le dis et je le répète, je vous l'ai dit déjà, vous êtes au bon endroit et au bon moment. L'économie en ce moment, elle tient beaucoup grâce au numérique et ça va continuer comme ça. Donc, restez dans les starting blocks, consolidez vos compétences, formez-vous, continuez à apprendre et quand le marché va reprendre et qu'on va reprendre une vie normale, vous serez prêts. Ne soyez pas impatients,
profitez au contraire de cette période pour vous former et consolider tous vos acquis. Bien, Sacha, je voulais vous remercier, mais avant ça, je voulais demander peut-être à Jamshid, s'il est encore parmi nous, de dire un petit mot de conclusion et puis je terminerai cette séance. Jamshid, tu veux bien intervenir? Merci Sacha d'avoir partagé votre expérience. C'était vraiment sympa. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous êtes 70 à avoir participé à la réunion d'un qu'à l'autre. Je me rends compte que c'est une activité récente chez nous, de recevoir des personnalités, de faire partager ça avec l'ensemble de nos étudiants, nos anciens. Merci à Maya d'avoir fait ça. Merci à Sacha, merci à tous d'être venus et vous avez posé des questions très intéressantes. C'est un investissement qu'on continuera de faire, d'essayer d'avoir un moment convivial comme ça où un professionnel partage à la fois son expérience et répond aux questions que les développeurs juniors posent. Merci Jamshid de ton intervention. Sacha, je vais conclure. Je vous remercie et je pense que tous les participants qui sont là vous remercient de cette intervention. Nous avons également notre directrice générale qui a aussi assisté à la fin de cette réunion. Si tu veux dire un petit mot, Valérie, tu es la bienvenue. Écoute, moi, je veux vous féliciter tous. Je remercie Sacha parce que c'est intéressant, c'est super pour nous en tant que pédagogues, entreprises, etc., de se confronter et de pouvoir confronter nos apprenants au marché, aux entreprises et à des gens qui ont de l'expérience. Donc ça, c'est top. Et puis, un très, très grand merci à Maya pour tout ce qu'elle fait pour la 3W Academy, pour tout ce qu'elle fait pour les équipes et pour les apprenants. Et bravo à tous. Voilà, merci beaucoup Valérie. Donc voilà Sacha, je suis ravie de vous avoir accueilli, d'autant plus que je partage, on parlait de valeurs, je partage bien évidemment les valeurs qu'on peut trouver au travers des lectures du Monde et du groupe d'une manière générale, du groupe de presse d'une manière générale. Et voilà, c'est pas par hasard que je me suis adressée à vous. Voilà. Donc, j'espère à une prochaine fois. Vous avez un petit mot de la fin, Sacha? Encore une fois, merci. C'est un plaisir de pouvoir partager avec vous. Je n'ai pas beaucoup entendu vos voix, mais j'ai lu vos mots qui m'ont fait beaucoup plaisir, et notamment vos remerciements. Ça me touche. Et en fait, c'est ça, je pense, ce métier. C'est le partage, c'est l'open source. Accrochez-vous parce que vous allez voir, ça vaut vraiment le coup.